On termine cette première partie du chapitre 7 par un Québec qui est très attaché à la religion en se posant des questions, vous allez voir à la fin de cette présentation. Après la Deuxième Guerre mondiale, le Québec compte des minorités protestantes et juives, surtout chez les anglophones, mais la population québécoise est catholique là, à 88%. Entre 1940 et 1960, les effectifs religieux, que ce soit chez les prêtres ou les religieuses, on atteint un sommet dans l'histoire du Québec, ce qui permet à l'Église de maintenir un encadrement social et religieux. C'est elle qui demeure responsable de l'éducation et des soins de santé au Québec, même s'il y a de plus en plus de jeunes infirmières laïques. Ce contrôle sur l'éducation permet à l'Église de dispenser un enseignement religieux aux jeunes et ainsi de maintenir son autorité morale sur la population. Elle commence à s'occuper aussi de l'éducation des jeunes Inuits. Elle le faisait auprès des jeunes autochtones dans les pensionnats, mais aussi auprès des Inuits. Elle exerce également un certain contrôle sur les médias en créant notamment le service de presse et de cinéma. Et ce service-là va proposer des cotes morales pour chacun des films projetés dans la province. On parle donc de conservatisme social de Duplessis, mais aussi de cléricalisme. Et le cléricalisme, ça ressemble un peu à l'ultramontanisme. C'est un courant de pensée qui prône l'intervention de l'Église dans les affaires sociales et politiques. Alors, Maurice Duplessis est un partisan du conservatisme social. C'est la promotion de l'agriculture et de la vie rurale, de la religion catholique et de la langue française. On voit ici Maurice Duplessis à l'ouverture d'une école d'art et métiers parce que malgré que l'Église elle contrôle sur l'éducation, ben il va quand même avoir un petit peu de modernité, comme on le voit aussi avec le fait que les politiques conservatrices de Maurice Duplessis contrastent avec la modernisation que connaît le Québec. Donc Maurice Duplessis, on est vraiment entre deux périodes parce qu'il va y avoir quand même de l'industrialisation, de l'urbanisation, mais il est quand même très, très, très attaché à l'agriculture et à la vie rurale. On n'a pas le choix de se moderniser. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques changements en éducation. Le cours secondaire s'étend sur 5 ans, offre différents parcours, nouvelles écoles qui sont construites, surtout des écoles de rap, une quarantaine d'écoles d'art et métiers comme on le voit ici. De plus, dans le Québec conservateur, il y a des femmes qui revendiquent à ce moment-là le droit à l'éducation supérieure. Voilà. Le conservatisme social de Duplessis se manifeste aussi par des interventions contre tout ce qui s'oppose à ses politiques et à ses valeurs, comme le communisme. En pleine guerre froide, Duplessis donne comme mandat de lutter contre les groupes qui s'inspirent du communisme. On le fait le faire avec la loi du cadenas qui a été votée en 1937, qui permet aux autorités de fermer un établissement soupçonné de faire la promotion du communisme. Donc en 1947, on censure le film Our Northern Neighbor, qu'on juge trop favorable aux communistes. Et en 1948, on ferme le logo du Parti ouvrier progressiste, qu'on dit favorable aux idées communistes. Le bureau de la censure auquel participe le clergé fait aussi couper les scènes qui contreviennent aux valeurs chrétiennes dans les films. On ne tolère pas qu'il soit question de relations sexuelles avant le mariage, qu'on y montre de la nudité ou qu'on s'y moque du clergé. Ça fait penser vraiment à l'ultramontanisme qu'on avait durant le régime britannique. Cette période de Duplessis, on la qualifie de grande noirceur parce que c'est vraiment une résistance. Duplessis est très résistant au changement et à la modernité. On associe son gouvernement de la corruption et des pratiques électorales douteuses. Quoique, il y en a qui disent que Duplessis bon, on fait une analyse différente parce que le Québec a quand même connu du développement sur le plan régional avec la construction d'infrastructures de transport, l'électrification des campagnes, la modernisation de l'agriculture et l'ouverture de nombreuses écoles. Malgré tout, on parle de grande noirceur et il va y avoir un début de contestation, surtout dans les milieux culturels et intellectuels. On le voit, ça provient surtout d'intellectuels, de politiciens, de syndicalistes, de féministes, d'artistes et même de certains membres du clergé. En fait, je vous donne trois exemples de contestation. Donc, le Refus global, c'est un manifeste signé par des artistes. Il a été écrit par Paul-Émile Bordua et on y dénonce le climat de peur qui maintient les Canadiens français dans l'ignorance. Les insolences du frère Untel, c'est un essai de Jean-Paul Desbiens qui est un religieux. Il dénonce la piètre qualité de l'enseignement de la langue parlée et écrite au Québec. Et enfin, la revue C'était libre, qui est publiée à partir de 1950. Elle est écrite par des intellectuels québécois, dont René Lévesque et Pierre-Éliott Trudeau. Et leur objectif, c'est de faire connaître au monde là, des politiques, en fait, de critiquer les politiques conservatrices de Duplessis. En fait, Duplessis va mourir en 1959 et à sa mort, l'Union nationale, son parti est contraint de se redéfinir. C'est une ère de changement qui pointe à l'horizon parce qu'on se demande est-ce que l'Union nationale arrivera à se maintenir au pouvoir sans le chef à sa tête.